Ce podcast a été enregistré à Pod Paris, le festival du podcast. Ce festival vous a plu ? Faites un don sur badgeek.fr. Ah oui, bon ça effectivement. Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de Culture G et en live à Pod Paris. Avec un public très enthousiaste à Pod Paris. Avec moi aujourd'hui, il y a Alexandre du podcast Math en tête. Bonjour. François du podcast Le Moyen-Âge dans tes oreilles. Bonjour à tous. Eugénie du podcast Le Bon Bouquin. Bonjour à tous. Et Loïc du podcast Les Secrets du Ciné. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et c'est également l'une des voix du podcast Le Meilleur Résumé également. Il manque aussi à nos côtés Cécile du podcast Clapotis. Donc je voulais quand même la citer parce qu'elle a malheureusement été obligée d'annuler son déplacement à Pod Paris pour motif personnel. Donc on pense bien fort à toi Cécile si tu nous entends. En tout cas, c'est un grand plaisir d'enregistrer cette émission en live avec vous quatre et avec vous tous. Merci d'être là. Donc tous les quatre, vous allez vous affronter dans plusieurs défis de culture générale. Et chacun à votre tour, vous aurez aussi quelques minutes pour nous raconter une bonne histoire, une anecdote, quelque chose que vous avez découvert dans votre domaine respectif, celui de votre podcast. Et ça, c'est les maths pour Alexandre. Vous l'avez peut-être deviné avec maths en tête, c'est assez évident. L'histoire pour François, la littérature pour Eugénie et le cinéma pour Loïc. Est-ce que vous êtes prêts ? Évidemment. Yes. Les micros fonctionnent ? Eugénie, j'ai un doute. Si c'est bon ? Comment ça ? Quel écran ? Oui, c'est bon. N'hésite pas à parler fort dedans. C'est bon, le micro, oui, fonctionne. Alors, les règles sont très simples. Si vous répondez à une question, vous remportez un point. Si vous remportez un défi, donc un défi, c'est une succession de questions, vous gagnez un point victoire. L'objectif, c'est que l'un de vous quatre soit le grand gagnant de cette émission, en ayant remporté le plus de points victoire. On va commencer par un petit tour de chauffe avec un défi de 3 questions. C'est simplement pour se chauffer un petit peu. Donc, première question. Attends, mais comment est-ce qu'on tape sur la table ? Comment est-ce qu'on... Alors, il n'y a pas de buzzer, donc on va devoir faire sans. Sachez que vous avez le droit, sauf si je dis vous pouvez recommencer, sinon vous avez le droit à une réponse. Donc, si tu réponds trop vite une bêtise... c'est ce qui peut arriver. Voilà. Et C'est noté. dans ce cas-là, tu as perdu. On écoutera les autres avant que tu puisses éventuellement recommencer. Donc, effectivement, il n'y a pas de buzzer, mais le plus rapidement possible, tu vas essayer de nous donner la bonne réponse. Attention, il y a des pièges, donc n'hésitez pas à réfléchir avant de sortir la mauvaise réponse. On commence. Dans quel pays la glace à l'italienne a-t-elle été inventée ? En Allemagne. Raté. En France. Non plus. En Italie ? Non plus. Évidemment, il fallait le dire. Alors en Suisse, Non plus. parce que c'est proche de l'Italie. En non. Autriche. Vous pouvez recommencer. En Autriche non plus. Au Il y a des gens qui le savent Alors, ou pas ? un Je ne sais rien indice. dire. C'est une glace qui a été inventée dans les années 1930. Est-ce que quelqu'un sait dans le public ? On m'a soufflé aux États-Unis, on m'a dit. Aux États-Unis. Très bonne réponse. Merci, Bravo, madame. public. Bravo public. On reste en connexion, vous et moi. On se fait des signes, mais... Donc ça fait pas de points pour vous, mais c'est pas grave, c'était pour vous montrer un peu l'ambiance et l'état d'esprit des questions. La deuxième sera un peu plus facile, entre guillemets. En tout cas, elle est un peu moins piège. Quel est le prénom d'un homme plus connu sous le nom de Che Guevara ? Ernesto. Ernesto. Un point pour François. Et enfin, troisième et dernière question de ce premier défi. Qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule ? Alors, si c'est... Moi, je dirais l'œuf, mais si c'est pas un œuf de poule. Tu comprends ? L'œuf en lui-même. Et il est très fort. Je pense qu'on peut l'applaudir. L'œuf en lui-même est apparu Félicitations. avant. Peu importe l'œuf. Effectivement, c'est un paradoxe assez célèbre et il y a plusieurs façons de répondre. Et il y a une bonne réponse, en général, c'est l'œuf. Pourquoi ? Parce que l'œuf, soit si on le prend sans parler de l'œuf de poule, il est apparu avant en tant que stade de croissance. Première bonne réponse, félicitations. Ou sinon, la deuxième bonne réponse, c'est que dans ma question, je dis qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule, et donc c'est l'œuf que j'ai dit en premier. Donc c'était la deuxième manière de... Donc félicitations Loïc. Et Pour donc, de il n'y a mauvaises pas raisons, de tu as vainqueur, marqué il n'y a un pas de point, point bravo, victoire Loïc. décerné dans cette première manche.
Félicitations à vous 4 quand même, et c'était pour vous donner un petit peu l'esprit. On va pouvoir passer à un nouveau défi, et je vais d'abord, avant de vous lancer sur des questions suivantes, etc., laisser la parole à Alexandre Morgan du podcast Maths en tête, parce qu'il a un petit sujet à nous partager. Bon alors, justement, aujourd'hui, c'est un jeu de questions-réponses, donc commençons par là. Gabriel et vous autres, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Tour Eiffel ? Vous savez, c'est le petit monument sur lequel ils ont accroché des espèces d'anneaux. Voilà ça. Ok, très bien. Est-ce que vous avez entendu parler de Sophie Germain ? Non. Non. Ok. Alors, Sophie Germain, il faut savoir que c'est une des plus grandes mathématiciennes françaises et dans le monde de la fin, enfin à cheval entre le 18e et le 19e siècle, juste après la Révolution française. Elle a apporté des contributions monstrueuses à tout ce qui concerne les mathématiques et les sciences en général. Elle a beaucoup bossé sur la théorie des nombres, sur tout ce qui est élasticité également. Et donc, elle a apporté sa contribution à la création de la Tour Eiffel. Si ce monument massif ne tombe pas au moindre coup de vent, c'est en particulier grâce à elle. Il faut savoir aussi que tous les scientifiques qui ont participé à l'élaboration de la Tour Eiffel ont leur nom gravé sur les piliers en lettres d'or de la Tour Eiffel. 72 noms. Et donc j'imagine que le nom de Sophie Germain est dessus. 72 noms d'hommes. Pas de Sophie Germain. Sophie Germain, au passage, qui est enterrée pas loin d'ici, au Père-Lachaise. Et même sur sa tombe, il n'y a aucune mention de son parcours d'excellence, qui était vraiment brillant. Elle s'est même fait passer pour un homme durant sa carrière académique pour pouvoir communiquer de manière épistolaire avec d'autres mathématiciens et pour pouvoir avoir accès à certaines écoles. Et donc, tout ça, ça participe à ce qu'on appelle l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, en fait, c'est un effet dont je parle dans mon prochain podcast, Maths en tête. Donc, c'est un effet qui vise à invisibiliser les travaux des femmes, en particulier en sciences. Et Sophie Germain, en fait, c'est loin d'être un exemple anecdotique de tout ça. Il y a des exemples, des tristes exemples à l'appel de ce genre de phénomène, qui heureusement aujourd'hui a été plutôt bien documenté, contre lesquels on lutte. Mais il y a encore beaucoup de travail. Ouais, c'est loin d'être un cas isolé. Honnêtement, on en voit très souvent. Oui. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui mises en place pour essayer de lutter contre ce phénomène, mais il y a beaucoup d'anecdotes, en particulier concernant ma discipline, les mathématiques, qui sont juste assez effrayantes en fait, puisqu'on se prive indirectement de la moitié de l'intelligence de l'humanité, quoi. Écoutez le podcast Maths en tête. Et donc, du coup, ton podcast, on le retrouve sur toutes les plateformes d'écoute et tu traites souvent de ce type de sujet. C'est ça, en fait. Sur Maths en tête, mon idée, c'est de parler de mathématiques, mais au grand public. Donc, aux personnes qui n'ont aucun bagage ou aucune appétence pour la discipline. Donc, on y traite d'histoire des sciences. On y traite de tout sauf de choses techniques. Donc, des maths au quotidien, des maths dans la pop culture, des maths autour de nous. En fait, les maths sont partout et surtout pour tout le monde. C'est le message que je voudrais modestement véhiculer un mercredi sur 2 sur toutes les podcasts. Merci Alexandre pour cet hommage à Sophie Germain. Et comme on est dedans, c'est parti pour le défi des maths, des stats et des chiffres. Il y a 7 questions. Le plus rapide à répondre avec exactitude l'emporte. Et celui qui a le plus de bonnes réponses remporte donc le défi. Le premier à me donner la bonne réponse devra les lister. Combien de pays, vous allez voir, c'est pas que des maths, c'est aussi un peu de la géographie. Combien de pays ont une frontière commune avec la France ? Au bluff, 7. C'est la bonne réponse. Maintenant, il faut réussir à les lister. Eh ben, on va le faire ensemble si tu veux. Je commence. Allez, vas-y. L'Espagne, L'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, la Suisse. la Belgique, On en est à 6, c'est ça ? Il en manque un. Le Liechtenstein. Brésil. Non Non, si, c'est vrai. En Guyane. En Guyane, le Brésil. Exactement. Non. Non ? Non, c'est France métropolitaine. Ah bah, pardon. super. J'aurais dû le préciser. Toutes mes excuses. Le C'est- public Ok, est choqué. Sinon, c'était pas C'était cette la ton réponse. moment, François, c'était magnifique. Horrible. Non. Le dernier, Liechtenstein, on en a parlé ? L'Angleterre, peut-être, non ? Ah oui, Andorre. Excellent. C'était effectivement l'Andorre, connu pour ses cigarettes, etc. Et donc, ça fait... Ah oui, et
Effectivement, Monaco. Très bonne réponse. Quel twist! Alors, si, en fait, il y a une explication. Je pense que Monaco, c'est une principauté. Enfin, c'est pas sur le même type de classement. T'as oublié Monaco, cherche Bon, pas. d'accord, ok. Ah! Merci, Maître Capello. Merci beaucoup. Toutes mes excuses. Non, mais en revanche, si on polémique sur chaque question, t'as préparé tes trucs ou on Alors, est en freestyle total? Parce que si là, les gens là, je- doivent faire l'émission, Je vais devoir dénoncer. J'avais prévu de rendre hommage à Trivial Poursuite à la fin de l'émission parce que c'est la première fois que j'organise une session de quiz et je suis allé taper dans mon Trivial Poursuite. Et celle-ci, pour de vrai, elle était dedans. mais 1000 de Et eux, 1936. ils avaient dit dans les réponses, il y a une 8e possibilité, on peut accepter l'Angleterre avec le tunnel sous la Manche. Voilà. Voilà, on est d'accord, j'avais trouvé sa limite, mais il n'y avait pas Monaco. Hein. Bref. On a comme Combien un public exceptionnel qui débunk nos réponses. C'est génial. Ce public est formidable. Combien y a-t-il d'heures en 4 journées? 96. Formidable. C'est Alexandre qui a répondu. Non, c'est François. Mais j'ai été aidé quand même. Ok. Je tiens à le souligner. Donc t'as été aidé par Alexandre ou par le public? Par le public. Ah oui. Une personne Si qui le se public dénoncera. gagne tous les points, on va pas s'en sortir. Et combien est-ce qu'il y a d'heures en 2 semaines? Alexandre, s'il te plaît, sors-nous de là parce que c'est chiant. Ça emmerde tout le monde, s'il te plaît. Est-ce que c'est des semaines bisextiles ou pas? Ah, donc tout le monde a... Mais évidemment, mais la salle est pendue à tes lèvres. Bah là, faut compter, hein, je pense quand même. Bah, c'est ça. Donc on va le faire ensemble. Combien d'heures Bon, dans alors, 2 semaines? Donc, Ouais, je peux vous donner 3 possibilités si vous voulez. Ah. Est-ce que vous voulez? Est-ce que je leur donne 3 possibilités ou pas? Non, bon, ok, je donne pas 3 possibilités, le public a choisi. Oh, autour de 140 150. Plus. Ah non, attends, il y a 168 heures dans une semaine. C'est ça, non? Du coup, si on multiplie par 2, Alexandre va le faire pour nous. 336. Magnifique. Bon, je pense que le point honnêtement est pour toi, François. Merci, merci. Félicitations. Tu sais qu'on a pas J'ai encore rien attaqué fait. le quiz histoire, parce que le quiz histoire, normalement... Mais Alexandre, il fait vraiment des maths ou c'est juste une couverture? C'est plus de l'histoire des maths, en fait. En comptant les 2 mains et les 2 pieds, combien compte-t-on de phalanges chez un être humain? 40 fois. Alors, Ok, je vous donne les 4 possibilités. 40, 50, 56, 62. 62. 62. Attention, vous pouvez plus répondre. Non, mais vas-y, tente un truc. Je sens qu'il y a un piège, mais je dirais 40. Non. 48. Redis, il y a quoi? C'était quoi les... C'était 40, 50, 56, 62. On a 56. 56. Et le point va à Loïc. Bravo. Bah, il suffisait de compter, c'est tout. Ouais. C'est scandaleux. Comment est-ce qu'on écrit 500 en chiffres romains? Avec un M. Avec un M. Non, avec un... Non, M c'est 1000. Avec un... Oui, c'est moi. Avec un D. Avec un D. Très bonne réponse d'Alexandre. Quelle est la somme des chiffres présents sur un clavier téléphonique? De 0 à 9. Donc, Tu peux le faire au micro, comme ça on entend tous ton calcul. donc la somme des nombres de 1 à 9. C'est bien ça. Donc on fait, il y a 8 fois 9 divisé par 2. 36. 9 fois 72 divisé par 2. J'ai pas recompté, mais c'est pas ce qui Pas était ça. écrit. Je pense qu'on va inviter le monsieur là, à venir sur scène avec nous. Parce que je suis obligé de lui donner tout. Vous vous appelez comment, monsieur? Mathieu. Eh ben, le point va à Mathieu. Bravo, Mathieu. Bravo, Mathieu. Après, quand on n'est pas sur scène, il y a moins de stress, hein, forcément. Oui, c'est ça, plus c'est le facile, stress de la scène, c'est le stress du micro. Oui, oui, ça s'appelle l'inculture aussi, sinon. Mais... Quelle température est la même en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit? De 0. Ça, c'était la question piège. Ah, voilà. Je peux vous donner les 3 possibilités. Loïc, de toute façon, ne peut plus répondre. Est-ce que c'est moins 40? Est-ce que c'est 0? Ou est-ce que c'est 40? On sait que c'est pas 0. Moins 40. Moins 40. Moins 40. Et du coup, le point revient à Alexandre. Et
c'est donc Alexandre qui remporte cette épreuve. Le point victoire pour Alexandre. Bon, pour l'épreuve des maths, ça fait plaisir. C'est surprenant. La victoire est pas net non plus. Hein. La victoire est pas net. François, honnêtement, était vraiment pas très loin derrière. Tout de même. Mais t'inquiète pas, il y a d'autres questionnaires. Je pense que tu vas t'en sortir. Avec une mention spéciale quand même pour Mathieu. On enchaîne tout de suite, d'ailleurs, avec ta partie, avec le volet histoire. Et François, je vous le disais tout à l'heure, présente le podcast Le Moyen-Âge dans tes oreilles. Si vous l'avez pas encore écouté, vous prenez votre téléphone, votre appli d'écoute, vous le sélectionnez, vous vous abonnez et vous allez l'écouter. Pour cet épisode en live à Potes Paris, je t'ai demandé de choisir une anecdote passionnante sur le Moyen-Âge et tu as choisi de nous parler de quoi ? Eh bien, je vais vous parler de réchauffement climatique. C'est historique ça. C'est historique parce qu'on va parler de réchauffement climatique, mais en 1492. En fait, cette année-là, bon là, normalement, je vous apprends rien, c'est vos cours d'histoire. Il y a Christophe Colomb qui débarque aux Amériques avec 3 navires. Il arrive en vue de l'île d'Hispaniola, donc aujourd'hui c'est l'île d'Haïti. Et il lui arrive un truc pas très chouette. Donc déjà, ça fait des mois qu'ils traversent l'Atlantique, donc ils sont un peu rincés. Et là, ils se ramassent une véritable tempête. Donc il y a des trompes d'eau qui leur tombent dessus pendant des jours et des jours. Ils en peuvent plus, ils sont tous dans la cale à se demander ce que c'est que cette aventure. Et donc ils sont immobilisés, ils peuvent rien faire en attendant que la tempête se calme. Et alors Christophe Colomb, il a du temps pour réfléchir et il se dit c'est marrant, cette espèce de pluie là incessante pendant des jours et des jours, ça me rappelle quelque chose, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Parce qu'en fait, il a déjà 41 ans en 1492, donc ça fait quand même quelques années qu'il navigue, donc il a vu plein de trucs. Et finalement, il se dit mais en fait c'est bon, ça me rappelle quand j'étais jeune, quand je commençais à naviguer, que je suis arrivé en vue de l'île de Madère, donc vous savez qui est au tout début de l'océan Atlantique. Il lui était arrivé la même chose, des trompes d'eau qui étaient tombées sur le bateau sur lequel il était. Et il se dit donc effectivement, les Portugais, ils ont commencé à coloniser Madère dans les années 1420 à peu près, c'était le tout début de la colonisation. Et donc ils ont été confrontés à ces mêmes avaries, ces espèces de pluies. Et en fait, Christophe Colomb, il réfléchit, il se dit mais en fait j'y suis retourné plusieurs fois depuis et les pluies étaient de moins en moins fortes à chaque fois que j'y suis allé. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et effectivement, à partir de 1420, les Portugais, ils ont massivement déboisé l'île de Madère et des Canaries juste à côté. Et petit à petit, les pluies se sont désintensifiées, on va dire. Et donc, il en arrive à la conclusion assez logique que c'est l'action de l'homme qui, en coupant le bois, a fait changer le climat, qui effectivement, à l'époque où on parle, dans les années 1490, est beaucoup plus sec qu'auparavant. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. T'en as parlé dans un épisode ? Alors, j'en ai pas encore parlé dans un épisode, mais c'est que la moitié de la chose, parce que là, on a parlé du fait que Christophe Colomb, il se rendait compte qu'il y avait une modification du climat. Mais ce dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'est-ce qu'il en pensait, lui. Parce qu'aujourd'hui, on pense réchauffement climatique, ça nous inquiète un peu forcément, mais à l'époque, c'était l'inverse. Pour lui, c'était vraiment une bonne chose que le climat se soit asséché, parce qu'en fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Christophe Colomb, en 1492, c'est un peu un patron de start-up. Il vient de traverser l'Atlantique avec des fonds qu'il a empruntés auprès des banquiers, auprès des souverains espagnols. Et il faut qu'il leur prouve que cette découverte, elle sert à quelque chose. Parce que sinon, s'il revient au pays en disant c'est super, on a vu des gros oiseaux et des Indiens, ça va pas avancer beaucoup les financiers. Donc il faut qu'il montre que cette traversée valait le coup et que l'île d'Hispaniola, elle est ultra valorisable. Donc il écrit dans ses mémoires, c'est son fils qui écrit les mémoires pour lui, il dit en fait c'est très simple, si on fait comme à Madère, qu'on coupe tous les arbres, qu'on plante de la canne à sucre et qu'on fait venir des esclaves et puis qu'on jarte les Indiens qui sont là, on va pouvoir se faire un paquet d'argent et donc comme Madère, on va pouvoir le valoriser et ça vaudra le coup d'avoir conquis toutes ces terres-là. Donc lui, il a vraiment une vision positive de cette espèce de réchauffement climatique local. Et il va même plus loin, il dit, franchement, les Indiens, ils servent pas à grand-chose parce qu'ils ont toutes ces richesses que Dieu leur a données et ils en font rien. Alors que nous, les Européens, on arrive, on déboise, et on améliore le climat et tout de suite, c'est quand même mieux. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ça paraît très archaïque comme pensée, mais c'est une pensée qui a continué pendant assez longtemps, puisqu'en 1896, il y a un savant suédois qui s'appelle Arrhenius, qui a découvert le principe du réchauffement climatique avec le gaz à effet de serre, le gaz carbonique, le CO2. Et donc, il a calculé qu'effectivement, si on rejetait suffisamment de charbon dans l'atmosphère, on allait réchauffer l'atmosphère et que pour la Suède, dont il était originaire, c'était une super bonne idée parce que du coup, ça allait augmenter le rendement des céréales et les Suédois allaient bien mieux vivre. Donc bon, évidemment, aujourd'hui, on en est revenu un peu. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour Christophe Colomb, c'était un super pari parce qu'effectivement, il est devenu très riche et il a remboursé tous ses créanciers. Donc finalement, pour lui, il s'en est bien sorti. Ça s'est pas trop mal terminé. Pour les Indiens, un peu moins. Mais... Incroyable. Merci François pour cette anecdote. Puis on espère que t'en feras un épisode.
Merci donc Alexandre, François, Eugénie, Loïc et Mathieu. J'espère que vous êtes chauds pour le défi suivant. Encore une fois, 5 questions d'histoire. Et le premier à donner la bonne réponse l'emporte. Dans quelle dynastie française les rois ont été injustement qualifiés de fainéants? Mérovingiens. Les Mérovingiens. C'est pour vous. Et dans le public, on a d'ailleurs des podcasteurs qui font un podcast qui s'appelle l'Histoire des Francs et des Mérovingiens. Si vous ne connaissez pas, allez écouter, c'est excellent. Question 2. Quel personnage de la mythologie grecque est souvent représenté portant le monde sur ses épaules? Atlas. Ah. Bien joué. Alexandre, Loïc, je pense que vous l'avez dit en même temps. Allez, cadeau. Mathieu, peut-être d'abord. Quel roi d'Angleterre a signé la Magna Carta? Henri VIII. Jean Santerre. Non, mais il a ChatGPT. C'est pas possible autrement. C'est Elon Musk, en fait, le gars. Quel pays a un premier empereur dont le tombeau est gardé par des milliers de guerriers en terre cuite? La Chine. La Chine. Merci, Mathieu. J'avais 3 possibilités, j'ai même pas eu le temps de les dire. Et enfin, une question un peu plus complexe, je crois. On va voir avec Mathieu. Peut-être qu'on va voir avec Mathieu. C'est Mathieu, notre... Mathieu, si vous avez la réponse, laissez-nous une seconde. C'est notre baromètre, du coup. Quel ingrédient coûtait extrêmement cher au Moyen-Âge? Le sel. Mauvaise réponse. Fin En de partie Europe. pour Loïc. Je vous donne les 3 possibilités de la question, ce qui va réduire le champ des possibles. Le miel, le sucre ou le sel? Le sucre. Le sucre. François. Je crois que Mathieu a répondu un tout petit peu après. Hein. Allez, faut pas se laisser aller là. Honte à toi. Pour un petit café là et ça repart. Hein. Et donc, je pense que la victoire est absolument sans équivoque. C'est donc notre ami François qui emporte le point victoire. Bon, Génie, on arrive à la littérature, t'inquiète pas. Si je m'inquiète un peu, mais Non, t'inquiète pas. En plus, c'est hyper cliché, c'est une seule femme au milieu des hommes et c'est elle qui parle pas. Bon. Ouais, Heureusement, on je a te le parlé un fais peu pas de Sophie Germain. Bref, Eugénie, toi, tu présentes l'excellent podcast Le Bon Bouquin, un podcast consacré à la littérature. Et aujourd'hui, Exactement. tu vas nous parler de quoi? je vais vous parler amitié. Aujourd'hui, dans la littérature, nous sommes ici tous réunis au Pod Paris entre camarades de podcast. Donc, c'était l'occasion idéale. Cela, je pense, ne vous a pas échappé, mais souvent le milieu des lettres fait la part belle au vertige de l'amour, aux déclarations enflammées, aux histoires passionnées, au détriment peut-être du sentiment amical. Mais quand on creuse un peu, des odes à la complicité et à la camaraderie, on en trouve. Et si l'amitié dans la littérature pouvait se définir par une seule rencontre, ce serait peut-être celle de Montaigne et la Boétie. Une amitié d'exception que Montaigne a décrite sans froufrou ni ornement, par ces mots bien connus. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Entre ces deux esprits brillants, c'est l'union parfaite de la pensée et du cœur. Montaigne et la Boétie se reconnaissent dans une complicité immédiate, presque mystique. Leur amitié n'est pas de celle qui s'explique, mais de celles qui se vivent dans une fusion des âmes. La Boétie meurt à 32 ans, 5 ans seulement après sa rencontre avec Montaigne. Celui-ci plonge dans un chagrin immense qui l'encourage à entamer une introspection qui le fera accoucher de ses fameux essais. Sans la Boétie, donc, sans cette amitié, les essais de Montaigne seraient encore à inventer. C'est incroyable. Et surtout parce que c'était lui, parce que c'était moi, on a toujours tendance à croire que c'est une phrase d'amour. Exactement. Je ne l'ai pas écrit parce que je ne savais pas combien de temps j'avais. Mais oui, exactement. En fait, souvent, on la prend pour une déclaration d'amour, mais non, c'est bien une déclaration d'amitié. Mais justement, quand même, je parle sous le contrôle de notre historien. Il n'y avait pas quand même des bisous entre les deux? Parce que j'ai visité la tour, moi, je raconte ma life. Cet été, je suis allé à la tour de Montaigne. Et même eux, là-bas, les guides, ils sous-entendent que il y avait des petits bisous sous les alcôves. Oui, alors il y a cette théorie. Alors moi, je suis spécialiste que du Moyen-Âge.
Oh, le salopard. C'est une théorie à laquelle je ne crois pas parce qu'elle est bien trop facile. Je pense que c'est une réelle amitié. Mais bon, je pense qu'il y a des écoles partout. Enfin, On l'a su, surtout les histoires de poètes, etc., qui étaient amoureux, amants. On le sait aujourd'hui. Oui. Je pense que effectivement, je pense que ce serait avéré s'ils avaient été amants. Je pense vraiment qu'ils étaient grands amis. Peut-être Mathieu, il connaît Montaigne. T'as des infos sur Montaigne, Mathieu manifestement. Mais en effet, je pense que c'est plus croustillant pour les guides de faire monter. Oui, voilà. Mais non, c'est vraiment des amis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette amitié a été aussi immortalisée dans la culture populaire grâce à Georges Brassens, Les copains d'abord. Il en parle, en fait, de Montaigne et la Boétie. Et aussi, encore aujourd'hui, si vous battez le pavé parisien, que vous arrivez dans le 8e arrondissement, vous verrez bien que les noms de Montaigne et la Boétie se côtoient encore dans les rues. Frôlent, oui, puisqu'elles sont, la rue de la Boétie et l'avenue Montaigne sont toutes proches. Ok, voilà. Merci Eugénie pour cette anecdote très intéressante. Je t'en prie, cher Gabriel. Et on enchaîne avec notre défi littérature. Encore une fois, 5 questions, 5 personnes qui répondent. Et qui aurait écrit dans un de ses cahiers d'écolier « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Ah non, mais c'est Victor Hugo, non? De quoi, non? C'est Victor Hugo. C'est Victor Hugo, bravo Eugénie. Bravo. Alors, j'étais content de choisir cette question parce que cette phrase, donc je l'avais lue plusieurs fois et j'étais persuadé qu'elle était entièrement vraie, en tout cas qu'on était sûr qu'elle était vraie. Et en fait, a priori, cette phrase, elle est attribuée à Victor Hugo, donc largement dans la légende de Victor Hugo, l'homme-siècle, mais on n'a pas la trace et la preuve que Victor Hugo l'a vraiment écrit ou l'a vraiment dit. Et donc ça fait plutôt partie de sa légende plutôt que de l'histoire. Alors que ça aurait fait une super story en plus sur Insta. Voilà, c'est ça, ça aurait fait une on aurait pu la poster. Bam, bonne citation avec une petite musique et un décor de nature. Comment s'appellent, pour la question suivante, les parents de Gargantua dans le roman de François Rabelais? Gargamel. Mais rigolez pas, c'est Gargamel. Gargantua. Oui. Sa mère, c'est pas Gargamel? Il y a Pantagruel et Gargantua, du coup. Et Gargamel. Mais moi, j'avais écrit Pantagruel, donc là, je suis un peu embêté. Bah oui, c'est ça. Je vais aller rechercher, parce qu'effectivement, il a forcément une maman. Mais je crois que tu as raison, je crois que c'est Gargamel. Excusez-moi les amis, j'ai eu la chance de narrer le meilleur résumé sur Gargantua. Allez-y, le meilleur résumé, podcast extraordinaire de résumé d'œuvres littéraires. Et il me semble bien avoir dit pendant mon enregistrement, Gargamel. Eh bien c'est ça, fils des géants, Gargamel et Pantagruel. Et très honnêtement, si vous l'avez pas écouté, parce que je pense que lire Gargantua, c'est quand même quelque chose de... chiant. Voilà. C'est une expérience. Honnêtement, si allez écouter son résumé, l'histoire est extra. Même si il y a un petit peu des bruits de paix et ce genre de choses, mais c'est dans l'histoire. Et l'interprétation de Loïc est remarquable. Donc allez écouter le meilleur résumé Gargantua, vous allez passer un très bon moment. Il faut prévoir une petite demi-heure, mais vous allez vous régaler. Combien de romans Oscar Wilde a-t-il écrit? 10. Mauvaise réponse de François. Oui, c'est ce que... Incroyable réponse d'Eugénie. Effectivement, Oscar Wilde n'a écrit qu'un seul roman. Est-ce que tu peux me dire lequel? Le portrait de Dorian Gray. Que Loïc a aussi interprété dans le meilleur résumé. C'est incroyable. Le portrait de Dorian Gray qui est sorti en 1890 et qui est l'unique roman d'Oscar Wilde, même si évidemment il a écrit de très nombreuses œuvres, mais c'est des pièces de théâtre, des essais, des nouvelles et un seul roman. Henry Bale a écrit La Chartreuse de Parme et Le Rouge et le Noir. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Oui, c'est Stendhal. C'est Stendhal, effectivement. C'est la même personne. C'est faux. Ah oui, bonne réponse de François. C'est Stendhal, mais Stendhal, c'était un pseudonyme, le pseudonyme d'Henry Bale, donc vrai. C'est François qui emporte le point. Félicitations. Juste pour qu'on sache un peu, il y a quelque chose à gagner ou parce que moi je me démène là, mais... Et laquelle de ces propositions n'est pas le titre d'un roman d'Agatha Christie? 5 petits cochons,
La mystérieuse affaire de Style, L'énigme de la chambre 622 ou Un meurtre est-il si facile? Les 5 petits Ouais, cochons. je dirais pareil. J'ai pas entendu. Les 5 petits cochons, pareil que... L'énigme de la chambre 622. Joël Dicker. Exactement, l'énigme de la chambre 622 qui est un roman de Joël Dicker sorti en 2020 qui n'est pas du tout un livre d'Agatha Christie. Donc la majorité revient quand même à Eugénie qui emporte cette épreuve. Merci beaucoup. Merci. Oui, ça veut dire qu'elle a écrit tous les autres. Effectivement, il y a beaucoup de noms dans les œuvres d'Agatha Christie qui sont un peu originaux. Enfin, on s'attend pas en tout cas à ce que ce soit des noms de romans. On continue avec notre chapitre consacré au cinéma. Avec Loïc qui présente le podcast Les Secrets du ciné, dans lequel il nous raconte l'envers du cinéma. Donc Loïc, il est aussi scénariste et c'est un univers qu'il connaît bien. Et aujourd'hui, Loïc, tu vas nous raconter plein de choses. Derrière cette voix iconique. Oui, attends, parce qu'il faut dire aux gens, on écrit des lancements surlignés en jaune pour ensuite qu'ils soient chiés comme ça. Non. Bah moi, j'avais pas demandé. Bon, il m'a écrit une tartine là que je suis censé lui lire. Donc je vais vous la lire. Allons-y. Alors attention parce qu'il s'auto-flatte. Ça commence comme ça. Derrière cette voix désormais iconique, il parle de la sienne, derrière ces imitations, ces galéjades et autres blagounettes plus désolantes les unes que les autres, il y a donc un passionné de cinéma. Scénariste depuis l'âge de 17 ans, très grand fan de Rocky, Retour vers le futur, Jurassic Park, Les Visiteurs et des films de Jean-Claude Van Damme, bref, de tout ce qui a été produit avant les années 2000. Mesdames et messieurs, applaudissez Loïc Landreau. Non mais c'est important. Il s'est quand même préparé ça. Non mais c'est important de soigner son entrée. Oui, vois-tu ? La sortie aussi, mais l'entrée est importante. S'il te plaît, continue. Et aujourd'hui, Loïc, vous voulez rendre hommage à Michel Blanc. Là, il va falloir redescendre un peu parce que c'est quand même un peu triste. Il est décédé dans la nuit du 3 au 4 octobre dernier et il nous a... Voilà, il nous a révélé quelques secrets des tournages des Bronzés et Père Noël est une ordure. Loïc, tu nous en as raconté plein et aujourd'hui, tu voulais rendre cet hommage à Michel Blanc. Oui, je voulais déjà féliciter chaleureusement tous les journalistes qui ont dit ou écrit que Michel Blanc était notamment connu pour son rôle dans Le Père Noël est une ordure, ce qui est quand même un énorme manque de culture cinéma et de professionnalisme, puisque bien sûr, il ne joue pas dans le film, tout le monde le sait, en tout cas, tous ceux qui regardent les rediffusions annuelles depuis 40 ans sur TF1. Il fait donc ce qu'on pourrait appeler un caméo vocal au téléphone. vous savez, c'est le fameux « je t'encule Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défends, je te mets Thérèse ». Il va falloir qu'on censure la séquence. Merci. Voilà, non mais du coup, je sais très bien que tout ça... Il y a des enfants qui écoutent ce podcast. Tout ça met très mal à l'aise Gabriel Massé, mais on est en direct, tu pourras pas couper. Donc je m'en fous. D'ailleurs, savez-vous pourquoi Michel Blanc n'apparaît qu'en voix dans Le Père Noël est une ordure? Oh non, Loïc, on est pendu à tes lèvres de saltimbanque du rire et de la culture. Ok, d'accord. Je vais vous raconter. Pour bien comprendre, il faut revenir à l'écriture et au tournage des Bronzés font du ski. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas une ambiance de dingue au sein du Splendide et Michel Blanc faisait un peu bande à part déjà. Après le premier opus des Bronzés, Michel Blanc s'était devenu le dragueur loser du cinéma français et il explique lui-même qu'il ne recevait que des scénarios de soudus, que des personnages comme ça. Et lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était déjà passer à l'étape d'au-dessus. Donc quand la troupe se met à écrire Les Bronzés font du ski, il faut le dire, bien poussé aux fesses par les producteurs qui voulaient surfer sur la vague et faire un peu une franchise comme les Charlots, lui, Michel Blanc, il n'est pas chaud du tout, il veut aller vers des rôles plus denses, plus complexes, il veut casser cette image de moustachu un peu maigrelet qui se prend des vents toute la journée. D'autant que la première version du scénario des Bronzés font du ski, elle plaît pas trop aux producteurs qui veulent une tonalité globale plus fidèle à celle du premier. Voilà, exactement. Donc le Splendide doit tout reprendre à zéro. Et c'est là que Michel Blanc et Josiane Balasco se retirent de l'écriture. Et ça crée des tensions en amont, mais ça complique aussi le tournage. Et Michel Blanc racontait que comme il n'était pas le co-auteur du script, il estimait qu'il n'avait pas de compte à rendre aux autres membres du Splendide sur la façon dont il avait joué son personnage. Donc il allait directement voir le metteur en scène. Or, ils avaient toujours tout fait en troupe jusque-là, et ça a créé une petite scission. Les autres l'ont assez mal pris. Il y a même eu une grosse engueulade sur le tournage entre Thierry Lhermitte et lui, et ça a cassé quelque chose.
Et juste après donc ce nouveau succès, quand ils se sont mis à écrire Le Père Noël est une ordure, la pièce de théâtre, Michel Blanc a tout de suite compris que chacun allait lutter pour imposer ses idées, donc il a renoncé. Et c'est là qu'il a commencé à s'éloigner un petit peu de la troupe. Et c'est pas tout, parce qu'au moment du carton de la pièce de théâtre à Paris, il a remplacé Gérard Jugnot dans le rôle de Félix pendant 2 semaines. Et il le dit lui-même, ça a été une expérience absolument traumatisante pour lui. Je le cite, « Sur scène, je voyais bien que je faisais moins rire que Gérard Jugnot. Quand je l'avais remplacé dans Le Père Noël est une ordure, j'enchaînais beat sur beat, je mettais le public mal à l'aise. » Et c'est donc pour toutes ces raisons qu'il ne fait qu'une apparition vocale dans le film. C'est aussi pour ça qu'il n'a qu'un tout petit rôle dans Papy fait de la résistance quelques années plus tard. Très vite, il a voulu sortir des comédies populaires pour aller vers un cinéma plus exigeant dans lequel il défendait davantage un point de vue sur le monde et sur la société. Voilà. Merci beaucoup Loïc, je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, je vais vous dévoiler quelque chose. Loïc, toujours très prévoyant, m'a dit au cas où ton émission est trop courte, je te prépare des petites anecdotes supplémentaires. Comme ça, on pourra les caler. Voilà. Donc là, il m'a mis une petite feuille. Autre anecdote si besoin. Et Loïc, je te propose, parce qu'en vrai, on est dans les temps, que tu nous racontes la petite anecdote supplémentaire que tu as prévue. Oui, pendant les bronzés, vous savez, cette fameuse scène où Jean-Claude Duss sort de l'eau avec les algues. On ne doit pas avoir le même sens de l'humour. En fait, il n'y avait pas d'algues sur le tournage, puisque les bronzés étaient tournés en Côte d'Ivoire, sur une plage sur laquelle il n'y a pas d'algues comme ça. Donc, ils ont dû faire venir des algues de Bretagne, un container d'algues qu'ils ont jeté comme ça un petit peu sur la plage. Et Jean-Claude Duss se les mise donc devant le zizi. Mais c'est surtout que ça sentait une odeur c'était infect sur le tournage, puisque ça faisait déjà 1 semaine en fait que ça voyageait par avion et que ça traînait dans le coin. Donc voilà déjà pour la première anecdote. Et puis la petite deuxième, c'est qu'en fait le rôle de Jean-Claude Duss est inspiré de la réelle adolescence de Michel Blanc, parce que Michel Blanc se prenait vent sur vent quand il était jeune. Alors il explique que à l'époque, vous savez qu'ils sont tous amis d'enfance, ils étaient au collège et au lycée ensemble, et il disait, dans les booms, je passais de longs moments près du buffet à essayer d'attirer l'attention d'une fille, et généralement c'est Thierry Lhermitte qui attirait l'attention. Je me suis dit, ça m'a tellement fait chier, je vais me marier avec ça maintenant, et voilà d'où vient le personnage de Jean-Claude Duss. Voilà. Merci Loïc. Merci pour ces anecdotes. Si vous aimez les anecdotes de cinéma, si vous aimez les coulisses, etc., allez écouter le podcast Les Secrets du Ciné. On enchaîne donc avec le défi cinéma. Vous savez comment ça marche. Encore une fois, il y a 5 questions et il faut trouver en premier les bonnes réponses. Comment s'appelle le tigre de Jasmine dans le film Aladdin de Disney? Raja. Incroyable. Bonne réponse de Eugénie. Voilà. Je pense qu'on peut l'applaudir. François l'avait aussi? Oui, mais en deuxième, je dois le dire. Moins véloce, ouais, voilà. Où vont les personnages du premier film de science-fiction de l'histoire? Sur la Lune, Georges Méliès. Exactement, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui est paru en 1902. Et les effets spéciaux sont français, messieurs, dames. N'oubliez jamais, non, mais je plaisante pas, n'oubliez jamais que le père des effets spéciaux, déjà les pères du cinéma sont français, les pères des effets spéciaux, c'est Georges Méliès qui est français. Voilà. Et ce film-là en question, Le Voyage dans la Lune, vous avez forcément déjà au moins vu cette image de la Lune avec l'œil et la fusée, l'espèce d'obus dans l'œil, très connu, très emblématique. Bref, quel film de David Fincher est sous-titré « On ne peut pas avoir 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis ». The Social Network. Excellente réponse dans le public. Merci. François a essayé de la récupérer derrière. Mais c'est un point pour le public. Mais c'est pas Mathieu. Mathieu, moins cinéma. Mais non, mais Mathieu, il dort là, ça y est, il est sur le dessert là. Dans quel film éponyme de 2013, dans lequel joue Guillaume Canet, un animal se nomme Japelou. Et c'est quoi comme animal? C'est un cheval. Il fait que des films sur les chevaux, Guillaume Canet. Il aime les chevaux et les mouchoirs. C'est tout ce qu'il aime, Guillaume Canet. Et c'est une bonne réponse. Et d'ailleurs, dans Ne le dis à personne, il joue un prof d'équitation pédophile avec François Cluzet. Oh putain, mais je suis le parrain de ton fils. C'était uniquement pour la placer, celle-là. Dans mon podcast, il y a des imitations. C'est pour ça qu'il faut aller voir. Parce que, si vous n'avez pas entendu dans l'intro là, sur les imitations, les galéjades, au moins vous le savez. Dans quel pays, et c'est la dernière question, attention,
Loïc est quand même sur le point de l'emporter. Parce que là, on est à 2 pour Loïc, un point pour Eugénie et 1 point pour le public. Donc, si vous voulez battre Loïc, c'est le moment. Dans quel pays les films de la série du Seigneur des Anneaux ont-ils été Nouvelle-Zélande. Ok, j'ai même pas eu le temps de finir ma question. Félicitations au public et à Loïc qui remporte donc ce défi cinéma. Bon là c'est assez égal. Hein. À chaque fois vous avez un podcast sur un thème, vous remportez les points de votre défi. Je vous propose donc de finir avec un dernier quiz, un peu plus long, qui va permettre de rebattre toutes les cartes, puisque chaque bonne réponse apportera cette fois-ci un point victoire. Donc concrètement, une bonne réponse est équivalent au fait d'avoir gagné un défi dans votre thématique. En même temps, ça aurait été trop injuste. Et pour la première question de ce dernier défi un peu plus long, je voudrais rendre hommage au jeu Trivial Pursuit. Merci beaucoup de leur soutien à cet épisode. En quelle année ce fameux jeu, a-t-il été créé? Dans les années 30. Non. 1972. Bah, c'est pas ça, mais honnêtement, c'est pas loin. T'imagines si ça avait été ça, on aurait tous été... Surtout que c'était du bluff complet. complet. Alors, je vais vous donner les 3 dates possibles. 1976, 1979 ou 1982. Bon, bah, 1976. 76. Alors non. Ah. 79. Et vous avez tous répondu ça. Le public, une idée? 79. Excellente réponse du public, qui va gagner cette émission, le public. Hein. En quelle année le chanteur qui a chanté la chanson que je m'apprête à vous passer est-il mort? Et il faut me donner son nom. L'heure de l'entrée s'est arrêtée sur midi. Et dans ce moment très précis... C'est pas une année, ça. donc Claude François, on va dire quoi? 1978 février. Ah, c'est impressionnant, hein. Alors, c'est en réalité mars 1978, mais ça mérite quand même des applaudissements. Très propre, très propre. Oui, terrible. J'entends des gens qui racontent l'histoire à droite, là, effectivement, électrocuté dans son bain. Les 3 livres les plus vendus au monde sont... La Bible. Non mais je vais les donner, hein, t'inquiète. Les 3 premiers, c'est la Bible, le Coran et le petit livre rouge de Mao. Ça, c'est les 3 premiers livres qui sont donnés dans le classement soi-disant des livres les plus vendus au monde d'après Sens Critique, où ils citent leurs sources sur leurs chiffres. Voilà. Quel est le 4e livre le plus vendu au monde? Petit Prince. Les éléments d'Euclide. Petit Prince. Non, c'est pas le Petit Prince. Harry Potter. On refera un peu le listing si vous voulez après. C'est pas Harry Potter. Les éléments. Attends, est-ce que c'est un vieux livre ou un livre récent? Je donne pas d'indice comme ça. Mais fais Laurent Ruquier, les grosses têtes, il donne des indices, Laurent Ruquier. Oui, mais là je vais attendre qu'il y ait un peu plus de réponses. C'est... Le Vidal. Non. Bon alors je vais vous donner un indice. La Bible c'est le premier mais il a déjà été cité. Je vais vous donner un indice, il a été publié en 1615. Ah, mais c'est... les moulins, quoi. C'est ça? Allez, les Fables de La Fontaine? Non, c'est... Don Quichotte. Ah, oui. Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Oui, bravo. Qui... D'après le classement de Sciences Critiques International, aurait été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. La saga Harry Potter, elle a été vendue aussi à plus de 500 millions d'exemplaires, mais il est question de la saga complète. Voilà. Le tome 1 ne s'est écoulé qu'à 120 millions d'exemplaires, ce qui est déjà pas mal du tout quand même, hein, avec quand même un peu moins de siècles. Donc on en reparle dans 4 siècles pour savoir si Harry Potter a dépassé Don Quichotte. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est Don Quichotte, le 4e, le plus vendu dans les librairies de l'histoire de l'humanité. Combien d'années la guerre de 100 ans a-t-elle duré? C'est 15 ans, non? 116. 15 ans? J'ai pas entendu. 116. Ah, C'est une excellente réponse de François. Il faut l'applaudir.
Vas-y, demande-lui la date de la Révolution française aussi, si tu veux, non? Comme ça, ce sera encore plus facile. La guerre de 100 mauvais ans, esprit, elle a Loïc, duré de 1337 à 1453. Et en fait, pour la petite anecdote, parce qu'on a le temps, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la guerre de 100 ans. C'est assez récent, le fait de l'appeler la guerre de 100 ans, puisque ça vient du 19e siècle. Voilà, les premières sources. Guerre de 100 ans montent au 19e siècle et techniquement, effectivement, elle a duré 116 ans. Quel chiffre porte malheur en Corée? Le 4. 4. C'est effectivement le 4. Mais comment est-ce que tu sais ça? Alors, j'en sais rien du tout. Dans une vidéo YouTube, je pense, mais je sais pas du tout laquelle, ni quand, ni pourquoi. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Donc effectivement, encore une bonne réponse de François. En Corée, c'est le 4, c'est pas le 13 comme chez nous. Est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes ont marché à date sur la Lune? 11. C'est une mauvaise réponse. Merde. Ça marche pas à tous les coups de dire quelque chose de pif. 7 personnes. 7? Non. 15? Non. Attends, on est plus dans les dizaines ou dans les... Loïc, ça suffit, franchement. À chaque fois. Entre 50 et 60. Entre 50 et 60, j'entends non, quand même pas. Alors, là, je vais vous poser la question, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 12 ou est-ce que c'est 16? C'est 8. C'est pas 8. 16? C'est pas 16. Bah, Et donc c'est 12, 12. le point n'est accordé à personne, je suis désolé. Effectivement, c'est 12 personnes et ce sont tous des Américains dans le cadre du programme Apollo de juillet 1969 à décembre 1972. Et en fait, c'est assez fou de se dire que depuis 1972, on n'est pas retourné sur la Lune. C'est un des plus vieux rêves de l'humanité. On n'y est pas retourné depuis plus de 50 ans. Mais ça devrait plus tarder avec la mission Artemis, a priori, même s'il ne cesse de repousser en permanence la date à laquelle on va reposer le pied sur la Lune. Question suivante, la question numéro 7. Quel titre Alexandre le Grand n'a-t-il pas porté? Empereur, pharaon ou roi? Empereur. Roi? Roi. Moi, je dirais Empereur. roi aussi. Hein. Empereur. C'est une bonne réponse de François. Bravo François. Alors une question un peu plus complexe à mon sens, mais peut-être que les musiciens parmi vous trouveront rapidement la réponse. Combien une trompette moderne compte-t-elle de pistons? 3. Eh bien c'était 3, la bonne réponse. Félicitations. Encore une bonne réponse de François qui domine quand même cette compétition. Après, j'ai fait du trombone quand j'étais petit, donc peut-être que j'étais plus proche des trompettes que mes condisciples, je sais pas. Mais quelle vie, quelle vie ce François. De combien de centimètres par an la Lune s'éloigne-t-elle de la Terre? 3. Je peux vous proposer 3 réponses. 1 cm, 4 cm ou 10 cm. 10 cm. 4 cm. 4 cm. Encore une bonne réponse de François. Alors, pour être très précis, c'est 3,8 cm. C'est 3,8 cm, mais bon, ça fait pas une très grosse différence. Et on arrive à la toute dernière question, parce que là, on m'indique que c'est le moment d'arrêter. À ce jour, quel acteur français a réalisé le plus d'entrées au box-office français? Christian Clavier. Ce n'est pas Christian Clavier, mais il est dans le classement. Pierre Ninet? Ce n'est pas Pierre Ninet. Louis de Funès. Et c'est Louis de Funès avec près de 316 millions d'entrées. Loin, loin, loin devant le numéro 2, Gérard Depardieu, et 227 millions d'entrées. Il est suivi, alors je vous fais la liste, par Michel Galabru, Bourvil, Fernandel, Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, Michel Serrault, Christian Clavier, et en 10e position, Alain Delon, comme quoi on allait bien plus au cinéma à l'époque, hein, quand même. Et effectivement, Pierre Ninet n'est même pas dans ce classement. Alors que le Voilà. comte de Monte Donc là, il n'y a même pas besoin de refaire le compte des points. Grande victoire de François. Félicitations. Et je pense qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements ainsi qu'à Mathieu.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission hors série de Culture G depuis Pod Paris. Merci au public, franchement vous étiez géniaux, merci d'avoir participé. Je pense que vous auriez pu gagner, donc vraiment un grand merci pour votre présence. Merci à Alexandre de Math en tête, François du Moyen-Âge dans tes oreilles, Eugénie du Bon Bouquin et Loïc des Secrets du Ciné. N'hésitez pas à aller écouter leur podcast. C'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous. Abonnez-vous aussi au podcast Culture G si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao!